Bonsoir à tous et bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous accueillir ce soir avec 4 des plumes les plus brillantes de Paris. Mais je ne vous en dis pas plus, vous les découvrirez dans un instant. Pas avant que je ne vous ai donné le sommaire que nous vous proposons de suivre aujourd'hui. On les appelle désormais les sortants. Ce sont les terroristes islamistes et les radicalisés qui vont sortir de prison d'ici 18 mois. Ils sont 450. Est-ce qu'il suffit de les suivre? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il faut faire plus? Vous nous donnerez votre point de vue. Nous allons aussi parler de ce délicat sujet de la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes. Le comité consultatif d'éthique a rendu son rapport hier pour dire qu'il n'y avait pas de consensus sur ce sujet. Est-ce que pour autant Macron doit renoncer à son projet? On en parlera. On parlera aussi de l'Iran. Benyamin Netanyahou, qui était à Paris hier, a expliqué combien, à ses yeux, l'Iran était une menace et que donc il ne fallait pas s'engager dans l'accord sur le désarmement nucléaire que soutient pourtant la France. Et si Israël avait raison? Et puis on parlera de Norman Tavo, c'est le fameux youtubeur aux 10 millions d'abonnés qui vient de poster une vidéo qui fait beaucoup parler d'elle. Et nous aussi, on en parlera avec nos 4 invités. Bonsoir Elisabeth Lévy. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la rédaction de Causeur. Vous êtes aussi l'auteur des Rien Pensants, c'est publié aux éditions du Cerf. Et puis, grâce à vous, je sais maintenant qui est Norman. Voilà, et grâce à nous, vous savez qui est Norman. Et puis, on a vu trop brièvement la couverture de votre magazine qui vient de sortir, Causeur, qui consacre sa une à l'antisémitisme, une idéologie anti-française. Bonsoir, Alexis Lacroix. Bonsoir, Guillaume. Vous êtes directeur délégué de la rédaction de l'Express. L'Express qui sort cette semaine un dossier de couverture consacré à Donald Trump et à ce qu'il nous prépare. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui n'est pas sans rappeler la couverture de Causeur de ce mois-ci, J'accuse, 1898-2018, permanence de l'antisémitisme. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Et je tiens à dire que je vais dévorer Causeur, car ce sujet, évidemment, vous l'avez compris, me passionne. Et je pense que c'est un dossier très intéressant. Merci Alexis. cher Alexis. Quel concert de louanges. Renaud Girard est là aussi. Bonsoir, cher Renaud. Bonsoir. Vous êtes le chroniqueur international du Figaro. On retrouve vos analyses sur le monde tel qu'il va ou ne va pas tous les mardis dans le Figaro quotidien. Votre dernier ouvrage, Quelle diplomatie pour la France? Prendre les réalités telles qu'elles sont, a été publié aux éditions du Cerf. Et puis Karl Mayus est là aussi. Bonsoir Karl. Ravi de vous retrouver. Vous êtes évidemment le rédacteur en chef politique du Figaro Magazine. Vous êtes aussi invité régulièrement sur tous les plateaux de radio et de télévision du pays, pas seulement le nôtre. Et vous êtes l'auteur de François Hollande, le président du temps perdu. Ça a été publié chez Stock. Et c'était en 2016. Je suis content qu'il le reconnaisse aujourd'hui dans sa tournée qu'il a perdu du temps. Voilà, effectivement, il a perdu du temps. Comme quoi, le lièvre et la tortue, ça ne marche pas à chaque fois. On commence par parler du terrorisme et de ceux que l'on appelle désormais les sortants. Les sortants, ce sont ces individus qui ont été condamnés, mis en détention, ou bien pour des faits de terrorisme, ou bien pour des faits de droit commun, mais avec une radicalisation islamique. 450 d'entre eux doivent sortir de prison d'ici 18 mois, c'est-à-dire d'ici la fin de 2019. Que peut-on faire? Est-on en mesure de les suivre pour éviter qu'ils ne récidivent? Écoutez ce qu'en pense Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Elle était ce matin sur RMC et pour elle, tout est sous contrôle. Ces gens-là sont évalués, ils sont placés ensuite dans des lieux de détention qui correspondent à leur niveau de dangerosité. Et quand ils sortent de prison, il y a 2 mots clés. Nous anticipons leur sortie et nous les suivons de manière extrêmement précise. Et nous les suivons vraiment pas à pas. Alors évidemment, cette émission est la vôtre, vous le savez. Vous donnez votre point de vue, vous vous exprimez sur Twitter, hashtag point de vue, hashtag Figaro Live, sur le Figaro.fr, sur la page Facebook du Figaro. Et puis, vous pouvez répondre, si vous le souhaitez, à cette question Twitter. Terrorisme, suffit-il de suivre les sortants? Pour l'instant, vous êtes 89% à considérer que ce suivi ne suffit pas. Et on rappelle, bien sûr, que ce n'est pas un sondage, mais juste des points de vue qui sont exprimés. Est-ce que ça suffit, Renaud Girard, de faire ce que le garde des Sceaux a expliqué, c'est-à-dire de suivre ces ex-détenus? Est-ce qu'on peut faire plus? Mais je pense d'abord qu'il faudrait se poser la question de l'origine d'éléments ennemis sur notre territoire. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, après l'occupation allemande, on a de nouveau sur notre territoire des ennemis qui viennent nous tuer? Alors, il semble que ce soit dû quand même à une politique migratoire laxiste à partir du regroupement familial de 1964. C'est-à-dire qu'il
il y a un paradoxe énorme, c'est-à-dire qu'en fait, on a décidé, c'est le général de Gaulle, je crois qu'il a eu raison, de quitter, par exemple, l'Algérie, qui était en rébellion, dont une partie était en rébellion contre la France au nom de valeurs islamiques, très bien, pour qu'elle se gère ensuite elle-même et qu'elle adopte les valeurs islamiques qu'elle voulait. Mais on a aussi, comme ces pays ont été en fait indépendants assez mal gérés, on a eu ensuite un flot d'immigrants, on les a acceptés. Alors, mais ça, ils sont là, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce... Est-ce qu'on peut faire plus ou bien... Pardon, si je puis dire un truc à Renaud, c'est vrai qu'au départ, c'est en quelque sorte une importation, mais maintenant, je dirais que tous les fabricants localement, ce sont en général des jeunes qui sont allés à l'école de la République. Voilà. Alors, effectivement, ils sont allés à l'école de la République, donc il faut effectivement peut-être en tirer des conclusions. Une école de la République beaucoup plus stricte et qui apprenne le roman national avec une école de la République, bien sûr, avec des uniformes. C'est une très bonne idée à Provins. Et alors ensuite, ce sont des techniques policières. Je ne suis pas moi-même un policier, mais en tout cas, si vous voulez, face à une situation aussi dangereuse, que c'est quand même incroyable, ce que vous venez de dire, 450 personnes qui peuvent venir nous attaquer chez nous demain, eh bien déjà, en tout cas, prendre une mesure, je dirais, de salut public, qui serait la fin du regroupement familial, tant que l'intégration n'est pas réussie. En France, je ne dis pas qu'il faut l'arrêter ad vitam aeternam. Mais pour l'instant, on la suspend. Voilà, on voit bien avec la réponse de Renaud Girard, qui n'est pas une réponse directe au sujet, que c'est difficile. Et puis parce que peut-être qu'il n'y a pas de... sur les causes, je pense qu'il a raison. C'est un aspect du débat, effectivement. Ça ne sert à rien, si vous voulez, de nous donner les moyens de lutter contre ceux qui sont là maintenant et qui sont repérés maintenant, si on continue à laisser la fabrique fonctionner. Mais avec cela, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. Moi, je ne suis pas non plus policier, mais il me semble quand même que le problème, si je peux le poser de façon un peu, peut-être exagérée, c'est qu'à quel moment on décide de respecter vraiment nos lois. C'est-à-dire, une fois que les types sont... Il faut évidemment les surveiller en prison, il faut les surveiller quand ils sont en conditionnel, disons, quand ils sortent de prison. À mon avis, il faut les ficher S, ne serait-ce que pour avoir une vague base juridique pour les suivre. Et puis, à un moment, est-ce qu'on décide vraiment de les laisser dans la nature, c'est-à-dire de plus exercer aucune surveillance? Moi, je serais assez réservé. Moi, il me semble qu'il faut effectivement qu'on a des gens... Moi, je ne crois pas beaucoup à toutes ces entreprises de déradicalisation. Alors là, il y a des expériences qui sont menées, je crois que c'était dans l'article du Figaro, il y avait un très bon article, qui racontait une expérience menée avec 10 personnes, ou 15 personnes. Donc, évidemment, si vous voulez qu'il faut les suivre... et il faut, par ailleurs, qu'il y ait quelque chose dans leur casier judiciaire qui, évidemment, les empêche d'exercer. C'est pas la peine non plus qu'ils aillent après dans la police après avoir fait 10 ans en dormant. Donc il faut les suivre le plus possible. Maintenant, c'est aussi une question de comment on affecte, quels moyens et comment on les affecte. Ça, je serais incapable de vous le dire. Les avis d'internautes. Géo sur Twitter qui nous dit il ne faut pas les sortir mais les déradicaliser, oui, même si c'est compliqué, comme le disait Elisabeth à l'instant. Mathias sur Facebook, avant le suivi, le gouvernement doit prendre des mesures sur le terrorisme. Et Clément qui nous dit il ne faudra pas se plaindre si une fois libérés, il se passe des choses. Karl Meus, la vérité c'est qu'on est très démunis parce qu'une fois qu'ils ont effectué leur peine, on ne peut pas détenir des gens à titre préventif. Enfin, c'est contraire à nos règles de droit. Oui, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, face à ce genre de terrorisme, on a l'impression qu'on a toujours un petit train de retard. On l'a vu avec les terroristes qui sont venus sur les vagues migratoires. Et là, on est confronté à ceux qui vont sortir. Et il faut savoir quand même, Nicole Belloubet en a parlé ce matin, mais à Matignon comme à l'Élysée, c'est la préoccupation majeure de l'année, des années à venir. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... C'est eux qui ont inventé le terme sortant. Non, ça, je ne sais pas d'où il vient. En l'occurrence, ce sont des gens qui ont terminé leur peine, parce qu'il faut savoir que les premiers condamnés pour des faits de djihadisme ou de terrorisme, finalement, les juges les condamnaient à 3 ou 4 ans, ce qui était assez peu, et donc ils vont sortir aujourd'hui. Et ils savent très bien, à Matignon-Élysée, que l'effet sur l'opinion publique d'un attentat qui serait commis par un de ces 450-là serait dévastateur. Encore plus, on le voit bien, aujourd'hui, tous ceux qui ont commis des attentats étaient fichés S, sont fichés S. Ils ont déjà du mal à faire admettre à l'opinion publique que fiché S, c'est du renseignement, qu'on ne peut pas... Bon, si là, c'est quelqu'un dont on connaissait la dangerosité, qui avait été condamné, qui est sorti, qui a récidivé, je vous rappelle que c'est ce qui s'est passé à Bruxelles. En l'occurrence, c'était quelqu'un qui sortait
de prison et qui s'est radicalisé en prison. C'est exactement la situation que vous aviez décrite. Isométrique, sur le Figaro.fr, c'est sans doute un pseudonyme, nous dit ils doivent rester enfermés. Si nécessaire, un statut juridique doit être créé à cet effet, des sortes de prisonniers de guerre. Alexis Lacroix, c'est la... Je ne peux pas être d'accord avec Isométrique. J'entends l'inquiétude de la population. Il est assez probable d'ailleurs que les études d'opinion corroboreraient le point de vue personnel, subjectif de cet auditeur. Naturellement, il y a une inquiétude très forte, il y a un sentiment au fond de laxisme généralisé. Néanmoins, je crois que ce n'est pas vrai. Je crois il faut réfléchir de manière, là pour le coup, un peu philosophique sur cette question. On atteint aux limites intrinsèque, si vous voulez, d'un état de droit face à cette menace inassignable. Donc il y a quelque chose, et je reconnais que ce n'est pas une réponse politique, je ne suis pas un responsable politique, donc je peux me le permettre. Il y a quelque chose de tragique dans cette situation. Effectivement, parmi ces 450 personnes qu'on ne peut pas enfermer, elles sont libérées, on ne peut pas les remettre en prison sans motif valable, un soupçon valable de radicalité. Il était absolument évident que la seule solution réside dans l'accompagnement policier. Et de ce point de vue-là... Accompagnement ? Mais naturellement, je pense que là, d'ailleurs... La différence entre accompagnement et surveillance. Je pense que c'est la même chose. Je pense que Nicole Belloubet, ce qu'elle met en place, c'est un système de surveillance rapproché de ces individus. Elle sait très bien qu'ils sont extrêmement dangereux. Elle sait aussi que certains d'entre eux passeront entre les mailles du filet de la surveillance policière. Mais il faut qu'on soit bien conscient d'une chose, c'est qu'une démocratie comme la nôtre, un état de droit comme le nôtre, et j'en suis un des défenseurs ici sur ce plateau avec d'autres, ne peut pas se permettre de substituer une logique de guerre à une logique de police. Et un criminologue, attendez, j'ai pas fini. Un criminologue célèbre qui est Boer dit, non, c'est pas un sermon, dit ce type de djihadisme de troisième génération. C'est une illusion de croire qu'on lui fait la guerre, illusion d'ailleurs sur laquelle s'est fracassé Bush Junior. On ne lui fait que la police. Donc il faut absolument renforcer la surveillance policière de ces individus. C'est pas un sermon, Elisabeth. Elisabeth Lévy, on n'est pas en guerre ? Non, d'abord, on ne peut pas appliquer le droit de la guerre en France avec les djihadistes. Alexis a raison, si vous voulez. Mais ce que je vois, non mais je disais ça, Alexis, c'est pas à lui que je pensais. C'est que je pensais à un papier de Libé ce matin qui ne portait pas sur les sortants, mais qui portait sur la Française condamnée en Irak. Si vous voulez, on essaye d'agiter, si vous voulez, les grelots de la compassion, de nous faire pleurnicher un peu, de nous faire pleurnicher dans Libé. Non, mais je vous parlais pas de vous. Je veux dire, on essaye un peu, si vous voulez, de nous faire pleurer sur d'éventuelles, non pas entorses, mais disons une interprétation, disons, de l'état de droit. Je pense quand même que l'opinion, Karl a raison. Je veux dire, il faut quand même faire aussi attention. Les gens ont le droit d'être protégés. C'est quand même aussi un droit de l'homme, si vous voulez, qui me paraît être tout aussi important que celui de ne pas être surveillé. Alors oui, il faut l'expliquer. Le problème, c'est juste, moi, ce que je voudrais savoir, c'est la même chose que pour la protection. À quel moment et qui décide d'arrêter? Parce que ça, c'est compliqué. On sait très bien qu'il faut, pour surveiller une personne, vous devez savoir ça, combien il faut de flics? Un grand nombre, et on peut arrêter quelqu'un, j'imagine, que quand il y a un danger immédiat. Et donc, souvent, c'est... Voilà. Il faut 10 policiers, effectivement, comme disait Karl. Donc, je dis, quand est-ce qu'on arrête la surveillance? Quand est-ce qu'on arrête la surveillance, à quel moment quelqu'un peut dire, bon... Celui-là, finalement, n'est plus dangereux. C'est une excellente question. Oui, encore un dernier mot, sachant qu'ils jouent un double jeu. La plupart des terroristes... Peut-être pas tous. Oui. Pas tous, mais la plupart de ceux qui sont passés à l'acte jouaient un double jeu, notamment ne montraient pas tous les signes ostensibles du passage au radicalisme et à l'islamisme, et ont déjoué la surveillance. 3 réactions d'internautes avant de passer à un autre sujet. Gagna sur Facebook qui nous dit « Ce sont des malades, il faut plutôt les interner ». Nick sur le Figaro.fr, la justice et son laxisme, avec 3 petits points qui en disent beaucoup. Et Nick qui ajoute que ce suivi coûte trop cher. Alors la psychiatrisation qui est faite par des gens aussi bien comme cette auditrice, qui sont évidemment des détracteurs du djihadisme, que par ceux qu'Elisabeth éventuellement évoquait à l'instant, qui voudraient en quelque sorte dédramatiser la gravité du djihadisme. Cette psychiatrisation, je crois qu'elle est profondément à côté de la plaque. Ce sont des gens qui sont responsables de leurs actes. Mais naturellement, il peut y avoir dans les itinéraires de radicalité djihadiste des schizophrènes, mais ce n'est pas la majorité. Absolument. Et la plupart du temps, c'est un embrigadement d'ordre idéologique. Merci Alexis Lacroix. On s'arrête peut-être sur ce sujet, parce que sinon on n'aura pas de temps. Au moins des sanctions, parce que apparemment, vous avez dit qu'ils avaient été condamnés à 3 ans ou 4 ans. Et maintenant, je suis désolé, en fait, juste un point. Il s'agit effectivement peut-être pas d'une guerre sur le sol français, il s'agit d'une guerre mondiale. C'est une guerre mondiale pour l'établissement d'un califat islamiste, de la charia partout dans le monde. Et c'est vrai que d'un côté, eux
applique la peine de mort généralisée, c'est-à-dire simplement si je ne me convertis pas à la seconde, si simplement je suis un infidèle, journaliste infidèle en Irak, une balle dans la tête. Et nous, on répond par au maximum 3 ans de prison, la prison c'est pas si mal, etc., il faut comprendre, et tu n'auras pas ma haine. C'est sûr que dans une guerre qui commence comme cela, c'est sûr que moi qui suis un spécialiste des guerres dans le monde entier, c'est mal parti. On va dire que c'est un conflit asymétrique, comme disent les spécialistes de la guerre. On passe à un autre sujet. La procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, ça faisait partie des promesses d'Emmanuel Macron. Il avait demandé au Comité consultatif national d'éthique de consulter très largement les Français sur ce sujet, puis de rendre son avis. Alors, l'avis il a été rendu hier et on pouvait s'y attendre. L'avis, c'est qu'il n'y a pas de consensus, c'est que les gens qui ont participé à ces débats sont extrêmement intéressés, extrêmement engagés, qui ont des points de vue qui sont très différents. Et si Emmanuel Macron devait renoncer à ce projet, lui qui disait aussi pendant sa campagne qu'il voulait créer du consensus chez les Français et les rassembler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas comment il va sortir de ce dossier. Écoutez le professeur Delfraissy. Alors, c'est le président du Comité consultatif national d'éthique. Et après avoir passé des mois à écouter tout le monde, il en est à se dire... Peut-être qu'on n'aurait pas dû s'intéresser à ce sujet tellement c'est compliqué. Regardez. On a hésité nous-mêmes au niveau du CCNE à mettre à la fois la PMA et puis la fin de vie dans les débats, parce que ce ne sont pas des sujets de bioéthique. C'est des sujets d'éthique pour la fin de vie, et de PMA, c'est un sujet qui est maintenant devenu très sociétal. Voilà, c'est quand même un peu spécial, puisque ce monsieur est président du Conseil national d'éthique, du Comité consultatif national d'éthique. Si la PMA, ce n'est pas un sujet éthique, et l'euthanasie, je ne sais pas ce qu'il sera. Mais enfin bon, en tout cas, apparemment, il a passé des moments plus faciles dans sa vie. Qu'est-ce qu'il faut faire, Renaud Girard si vous étiez président de la République, que feriez-vous ? Écoutez, moi, ce qui m'intéresse, que des femmes, donc homosexuelles en l'occurrence, veuillent adopter des enfants. Les enfants, ce qui m'intéresse, c'est le futur, l'avenir des enfants et le bien des enfants. Et si des femmes homosexuelles veulent adopter des enfants qui sont abandonnés, ça ne me choque pas. À deux à deux si femmes. Elles veulent adopter à 2 femmes. À 2 femmes, ça ne me choque pas. Et je connais des exemples où je crois que les adoptions se sont bien passées. C'est effectivement un peu bizarre, mais de toute façon, l'enfant qui a été abandonné, déjà lui-même, et qui est adopté, est déjà dans une position difficile. Et là, on parle effectivement de la procréation, effectivement. Et alors, toutes ces expériences, effectivement, de procréation par mère porteuse, etc., écoutez, moi, personnellement, je n'y suis pas favorable. La PMA, c'est plus une expérience. La PMA, c'est une pratique extrêmement répandue. Renaud Girard terminé, on vous donnera la parole. Oui, moi, personnellement, c'est-à-dire... C'est trafic, c'est-à-dire on va chercher une mère porteuse, etc. Voilà, même si là, en l'occurrence, c'est l'une des femmes, on va plutôt chercher un donneur de sperme, puisque c'est une PMA sans père. Mais les mères, elles sont là. Voilà, alors on y avancerait plutôt. Si vous voulez, c'est assez curieux, je vais vous dire ce que je pense, mais c'est comme ça à l'instinct, parce que c'est vraiment pas ma spécialité, c'est que si qu'une mère est porté, alors un enfant avec un sperme inconnu, anonyme en quelque sorte, mais c'est elle qui l'a porté et qui accouche, et qu'elle garde cet enfant en couple en quelque sorte, et qu'elle l'élève, ça ne me choque pas. En revanche, ce qui me choque, c'est qu'une autre femme porte un enfant. Ça, c'est la GPA. Ça, c'est la GPA, et là, voilà. Donc, vous avez un point de vue différent sur les deux sujets. Voilà. Karl Meus, il y a quand même cette hésitation, probablement, je suis président de la République, c'était une promesse, mais ça va fracturer la société française, comme le mariage homosexuel, et il était très critique sur l'attitude de François Hollande. Oui, je crois que s'il y a une boussole, c'est exactement ça, c'est de faire l'inverse de ce qu'a fait François Hollande avec le mariage pour tous, où au fond, d'ailleurs, c'était la première grande réforme, voilà, exactement, on verra. C'était la première grande réforme de François Hollande qui a mis des dizaines, centaines de milliers de personnes dans la rue et qui a crispé une partie de la société. Et ça, Emmanuel Macron ne le veut pas, vous l'avez rappelé tout à l'heure, lui, il veut une société apaisée. Donc, si on veut apaiser la société, effectivement, il ne faut peut-être pas faire la PMA et surtout la GPA. Mais on voit bien qu'il y avait le temps de la campagne, dans lequel Emmanuel Macron a dit qu'il était favorable à la PMA et contre la GPA, et puis le temps de la présidence.
Parce qu'au fond, vous vous souvenez de son intervention, c'était sur TF1, je crois, en octobre 2017, fin de l'année dernière, où il disait qu'il ne voulait pas imposer un choix de brutalisation. Et donc, tout est fait aujourd'hui pour essayer d'apaiser. Il y a eu les réunions il a regretté qu'on ait humilié les partisans de la ça, c'était pendant la campagne aussi, il l'avait dit, mais effectivement, il a prolongé ça. Et on voit bien d'ailleurs que c'est sans cesse repoussé. Aujourd'hui, le projet de loi sur bioéthique, ça va être octobre, donc ça veut dire que c'est plutôt un sujet de 2019. Et on voit bien qu'ils essayent d'avancer sur des projets économiques pour apaiser une société en disant, voyez, on a relancé, ça va mieux, pour faire un peu plus tard ce genre de sujets qui sont un peu plus polémiques. Les points de vue de nos internautes. Nick sur le Figaro. La PMA généralisée n'est rien d'autre que la marchandisation de l'enfant. Et il ajoute, la PMA généralisée doit être décidée par le peuple avec un référendum. Tandis que Amir sur le Figaro.fr nous dit, le corps de la femme est déjà considéré comme une marchandise, on n'a pas besoin d'en rajouter. Alexis Lacroix, votre avis sur le sujet? On pose une question très simple, peut-être trop d'ailleurs, c'est à vous de nous le dire. Macron doit-il renoncer à la PMA? Mon avis sur le sujet, donc la PMA et à l'extension au couple homosexuel, ça ne consiste pas à marchandiser le corps de la femme en aucun cas. C'est la GPA avec laquelle celle-ci est souvent confondue. Mais tout de même, je vais dans le sens de ce qu'a dit Karl. J'entends des arguments d'un certain nombre de médecins qui plaident en faveur de cette extension de la PMA et je ne peux pas m'empêcher d'y entendre l'idée que c'est une sorte d'étape vers une libéralisation supplémentaire, c'est-à-dire par exemple la GPA. Donc ça c'est gênant, comme si le progressisme aujourd'hui s'était entièrement réfugié dans cette prise-là de Bastille. Ça me gêne, je suis plutôt pour l'extension de la PMA aux couples homosexuels, mais certainement pas comme marchepied ou comme cheval de Troie vers autre chose. Deuxième remarque. Comme il y en a déjà eu avec sur Macron, le mariage homosexuel qui au départ était naturellement. PMA. Sur Macron, je le dis très cash parce que je crois que c'est au cœur de... On découvre qu'il est beaucoup plus conservateur que l'affiche de campagne progressiste et rupturiste de l'année dernière. Et ça s'explique notamment... Et ça s'explique notamment par la présence à ses côtés, l'un de ses conseillers. Écoutez, un peu comme M. Bellatar, il y a M. Derville. M. Derville, c'est pas n'importe qui. Je ne le diabolise pas, mais il faut savoir qui il est politiquement. Il représente cette moral majority de droite qui aujourd'hui essaye de peser sur le pouvoir. Vous parlez de Tugdual Derville. Absolument, Tugdual Derville. C'est nous d'Alliance Vita, qui est une association Alliance Vita, et qui essaye de peser sur le pouvoir. Et moi, je pense que plus que le désir, parce que Macron, c'est un... Il y avait aussi des patrons d'associations de parents homosexuels. Mais Macron, c'est un diviseur aussi. Je dirais beaucoup plus cynique et machiavélique qu'on le pense. Il est diviseur quand ça l'arrange. Regardez le traitement réservé à quelqu'un comme Manuel Valls par son conseiller Bellatar. Donc il s'est divisé. Non, s'il ne veut pas aller dans ce sens, c'est parce qu'il a conscience qu'aujourd'hui, politiquement, il est soutenu par une grande partie de la droite et qu'il ne souhaite pas la cabrer. C'est aussi simple que ça. Elisabeth Lévy. Là, il y a deux questions. La question de qu'est-ce que j'en pense personnellement. Alors là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, les gars, sur la PMA et sur la dangerosité relative de l'un et de l'autre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la PMA, si vous voulez, la rencontre avec l'autre sexe n'existe pas. C'est un tube à essai. La PMA, vous avez deux dames dans leur toute-puissance de femmes et de mères. Et comme vous le savez, si vous voulez, les hommes servent notamment à ça, si vous voulez, à introduire un peu de, d'imprévu dans cette toute-puissance. On a eu peur. Et un peu de dissensus. Non, mais non, là, très sérieusement, si vous voulez. Deux femmes dans leur toute-puissance de mère, avec un homme réduit à un tube à essai, ça me fait froid dans le dos, moi. Ça me fait froid dans le dos. Et ce qui me fait froid dans le dos en général, c'est qu'on continue, et je ne crois pas qu'on va l'arrêter honnêtement, avec cette folie de la filiation homosexuelle. Moi, je l'ai déjà dit, je me fichais complètement du mariage, mais il faut dire que l'homosexualité est une sexualité non reproductive. Donc, les sociétés veulent qu'on passe outre cela. Donc je crois que cela se fera, parce que la GPA encore, c'est-à-dire les mères porteuses, pour parler, arrêtons avec ces sigles, les mères porteuses, si vous voulez, il faut quand même aller aux États-Unis ou en Inde ou dans un pays lointain. La PMA, c'est-à-dire le tube à essai, les spermatozoïdes que vous allez, donneurs de sperme que vous allez chercher, ils peuvent être en Espagne, en Belgique, c'est-à-dire, et vous avez d'ailleurs de plus en plus de femmes seules, qui en plus, certaines ayant laissé passer la date pour avoir des enfants, elles vont finalement être la mère porteuse de leur propre enfant en prenant une donneuse d'ovules et un donneur de sperme. Donc,
Vous avez un enfant en kit, en fait, qui ne répond qu'au désir des individus. Or, la filiation, si vous voulez, c'est quand même une question anthropologique assez profonde, et je commence à en avoir assez qu'on ne la traite que sous l'angle du « moi je veux » et en quoi ça vous gêne. Les gens pensent qu'ils peuvent se mêler des impôts de leurs voisins, mais qu'on devrait dire que chacun fait des mômes comme il veut. Ça ne tient pas. Je réponds très vite à la deuxième. Moi, j'ai l'impression, comme l'a très bien dit Alexis, si vous voulez, que... effectivement, Macron ne veut pas recommencer le sketch affreux du mariage pour tous. Et quand même, c'était la responsabilité de la gauche politique et intellectuelle qui a passé son temps à insulter les opposants. Donc ça, je comprends qu'il n'ait pas envie de recommencer. Peut-être qu'il va faire, en fait, comme ce que Vincent Trémollet de Villers l'appelle à faire dans le Figaro d'aujourd'hui, si je ne m'abuse, et qu'il va tout simplement attendre. Qu'il va dire ce n'est pas le moment, ce n'est pas mûr, parce que sinon il va falloir quand même faire avaler aux catholiques cette version du en même temps. Je te câline au Bernardin et je te colle la PMA et l'euthanasie de l'autre côté. Donc je ne sais pas s'ils apprécient. On va voir. Déjà, de toute façon, ces catholiques auxquels vous faites référence et qui, dans la tête d'Emmanuel Macron, pèsent beaucoup, car Macron est un vrai politique. Mais ils ont déjà avalé le fait d'apprendre que M. Bellatar a une influence sur la politique de la ville et que, par ailleurs, M. Derville occupe une partie de l'hémisphère droit de Macron. Il a placé 3 fois Bellatar. Voilà, on rappelle que M. Bellatar, c'est un humoriste qui ne fait pas forcément rire autour de ce plateau, influent, et qui est proche d'Emmanuel Macron et qui est favorable, d'une certaine mesure, à peut-être une forme de communautarisme à la française, même si on ne se lancera pas sur ce débat. C'était juste pour préciser les choses. Prenons un petit peu de distance, si vous le voulez bien, pour parler de la visite de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui était hier à Paris, notamment pour essayer de convaincre Emmanuel Macron qu'il ne devait pas soutenir l'accord nucléaire iranien. Je vous rappelle les choses en 3 phrases. Donc, les Iraniens ayant donné, en tout cas selon ceux qui sont favorables à cet accord, des preuves qu'ils avaient arrêté leur programme d'enrichissement pour fabriquer des armes nucléaires, les Occidentaux levaient en contrepartie l'embargo commercial sur l'Iran. Ça, c'est la position des Russes, c'est la position des Français, c'était celle d'Obama, mais ça n'est pas celle de Trump qui est contre cet accord. C'est aussi la position contre celle de Benyamin Netanyahou. Regardez, il l'a redit hier à l'Élysée. The greatest threat to the world today, in my view, is nuclear weapons in the hands of a radical Islamic regime like Tehran. The nuclear archive that we uncovered recently proved that Iran lied to the world about its nuclear weapons program. Est-ce qu'on peut entendre ces arguments, Renaud Girard? Après tout, les Israéliens, ils sont quand même bien informés. En plus, ils sont en première ligne. Donc, est-ce que vous pensez qu'il ment, Netanyahou, quand il dit attention, les Iraniens ne vous mentent? D'abord, les Iraniens, vous avez dit, ils ont donné des preuves. Non, ils en donnent tous les jours. Parce qu'il y a une institution internationale qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui se trouve à Vienne, qui a placé des caméras un peu partout dans les installations nucléaires de l'Iran et qui filme en permanence ce qui s'y fait. Par ailleurs, en vertu de l'accord nucléaire du 14 juillet 2015 dont vous avez parlé, cette AIEA a le droit de faire des inspections inopinées où elle veut en Iran. Et elle a, tous les 3 mois, elle fait des rapports et elle vient d'en sortir un qui dit que l'Iran satisfait pleinement ses obligations de non-enrichissement d'uranium. Bien, ça c'est un cas. Voilà, ça c'est un fait avéré. Et d'ailleurs, les Anglais le reconnaissent, les Français le reconnaissent, les Allemands le reconnaissent, Obama le reconnaissait, Kerry le reconnaissait, il y a seulement Trump ne le reconnaît pas. Bien, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que M. Netanyahou dit que les Iraniens sont les islamistes les plus dangereux de la planète. Et bien moi, je vous réponds, c'est faux. Parce que c'est vrai qu'ils ont fait... Il ne dit pas ça. Attendez, là, vous avez beaucoup parlé, là je vais simplement finir mon truc. Il dit, il dit que ce sont les islamistes les plus dangereux de la planète, et c'est vrai que les Iraniens, dans les années 80, ont fait des attentats, notamment contre nous en France, rue de Rennes. C'est vrai aussi qu'à cette époque-là, nos chasseurs bombardiers étendards bombardaient avec d'ailleurs nos pilotes leur capitale. Donc ils avaient été un peu gênés par notre action, donc ils ont un peu réagi rue de Rennes.
Mais il n'y a pas eu, il faut qu'on sache, au XXIe siècle, il n'y a pas eu le moindre attentat islamiste fait par les Iraniens. On est bien d'accord. Les attentats islamistes, par exemple aux États-Unis de 2001, etc., sont des attentats faits par les Donc là aussi, Netanyahou a tort. Merci. Et je pense que Netanyahou, en disant qu'il est, je pense pas du tout qu'il soit menacé réellement par l'Iran. Les Perses n'ont fait jamais dans leur histoire que libérer les Juifs. C'est très clair. C'est dingue, alors. Ça, c'est dingue. Je pense que c'est le prétexte pour ne pas résoudre un problème crucial, qui est le problème de donner un État aux Palestiniens. C'est une manœuvre de diversion. On a bien compris, Renaud. Alexis, merci. Je vais me laisser parler pour commencer. Chers amis, merci beaucoup. C'est Alexis Lacroix. Voilà, Renaud Girard a exposé des arguments. Pour laisser la parole à Elisabeth. Une chose, Renaud, j'entends ce que vous dites, c'est pas évidemment totalement faux, mais il y a une chose que vous ne dites pas. Quand Netanyahou dit ça, quand il dit doté de l'arme nucléaire, ce seraient les islamistes les plus dangereux du monde. C'est-à-dire, c'est une hypothèse. Ça, c'est la première chose. Il y a une autre chose que vous ne dites pas. Attendez, vous allez me laisser parler. Il y a une autre chose il y a une autre chose dans votre plaidoyer pour l'Iran que vous ne dites pas et qui est absolument fondamentale. Ce sont les déclarations de la mollacratie depuis l'époque d'Ahmadinejad pour rayer Israël de la carte. Si on réduit le débat à naître de savoir qui va commettre des attentats terroristes, on est à côté de la plaque. Il s'agit d'un projet d'extermination d'une nation. Je ne vous dis pas qu'ils vont le mener à bien, il se trouve qu'il y a des paroles qui vont dans ce sens. Mais ils ne le disent plus, ça. Attendez, ce à quoi Netanyahou réagit, c'est à une certaine continuité historique. Et troisième chose, je ne la développe pas, mais on ne comprend rien à la position de Bibi Netanyahou que par ailleurs je combats politiquement. Si on ne comprend pas que la donne change au Moyen-Orient. Et c'est étrange que vous ne l'évoquiez pas, la convergence avec Trump actuellement, la force absolument incroyable dans l'opinion israélienne de Netanyahou ne vient pas du tout du fait qu'ils ont décidé de faire une croix sur l'État palestinien. C'est pas ça, c'est qu'ils ont un allié saoudien qui est en quelque sorte le levier contre la menace chiite. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe. Merci, voilà. Alexis Lacroix. Je donne me menace, moi, c'est-à-dire qu'ils font des attentats dans mes rues en France. Ce sont des sunnites. Ce ne sont pas des chiites financés par l'Arabie Saoudite et ce ne sont pas des chiites financés par l'Iran. Voilà, merci chers amis. Je vais donner la parole aux internautes et ensuite je la donnerai à Elisabeth Lévy et bien sûr à Karl Meus qui reste un calme olympien comme toujours dans ce débat passionnant. Sur Twitter, on vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord avec la stratégie d'Israël consistant à convaincre Macron de créer un front commun contre l'Iran? Eh bien, vous êtes plutôt en désaccord, même à 70%. Frédéric sur Twitter nous dit « L'Iran n'est pas un ennemi, c'est une civilisation avec une population jeune, dotée d'une bonne éducation. » En revanche, Turing sur le Figaro.fr nous dit « Les Iraniens sont un grand peuple, mais ils ont un gouvernement de brigands rétrogrades et intégristes. » Et El Amir sur le Figaro.fr qui nous dit la propagande israélienne est très forte pour aller détruire l'Iran, comme on l'a fait avec l'Irak. Elisabeth Lévy, vous avez la parole. Oui, alors d'abord, je voudrais quand même reprendre avec Alexis. Il y a quand même un problème, mon cher Renaud, avec l'Iran, c'est qu'on devrait s'interroger, même si on s'en fout d'Israël, sur le fait que l'Iran n'a aucun contentieux avec Israël. Aucun. Je vous rappelle que pendant les années 80, quand l'Iran était en guerre contre l'Irak, Israël était le deuxième fournisseur d'armes de l'Iran. Il y a zéro contentieux. Donc l'obsession israélienne de l'Iran est liée simplement à l'idéologie. L'Iran est le centre mondial de recyclage du négationnisme, un des endroits au monde où on trouve le protocole des sages de Sion le plus facilement. Et vous pouvez dire, par exemple, l'Afrique du Sud a d'assez mauvaises relations avec Israël parce qu'il y a un passé, etc. Mais il n'y a pas une obsession sud-africaine, si vous voulez, pour les Juifs. Parce que, soyons clairs, c'est de l'antisémitisme d'État. Je veux dire que le peuple iranien soit un grand peuple, c'est tout à fait vrai, mais il y a pas, si vous voulez, on n'a pas affaire à des millions de cinéastes dissidents, on a affaire à un régime extrêmement problématique. Il est aussi problématique, si vous voulez, dans la région, parce que
l'Iran cherche le bordel. Au Moyen-Orient, par exemple, là, il ne se contente pas d'aider le Hezbollah, etc. Il cherche la confrontation. Il cherche en permanence, si vous voulez, la déstabilisation et la confrontation. Donc il y a quand même un problème de leur politique en Iran, au Liban, au Yémen. Dès qu'il y a un ventre mou, si vous voulez, les Iraniens arrivent et c'est ça leur version de la réelle politique, c'est de foutre le bazar partout. Si vous voulez. Donc il y a quand même un gros problème. Dernièrement, l'Arabie Saoudite a financé le bazar chez nous ou mais pas? on parle de l'Iran là. Est-ce que je suis en train de défendre l'Arabie Saoudite? Non, mais Renaud disait tout à l'heure que... Vous avez posé la question de la politique israélienne. Oui. J'essaye de répondre sur la politique israélienne. Alors justement, Renaud... Est-ce que c'est pas très dangereux de la part... Est-ce que je peux finir ou est-ce que je me barre? Les Israéliens d'être amis avec les Saoudiens. Renaud, on vous laisse parler. Alors si ça vous ennuie pas, il va falloir faire pareil avec les autres. Nous vous écoutons avec intérêt. Non, mais c'est vraiment pénible ça. Je veux dire, donc, je ne suis pas en train de défendre la politique saoudienne. Troisièmement, si cet accord était si extraordinaire et génial, il faut m'expliquer pourquoi c'est Obama qui a dû tordre le cou et tordre le bras aux Français et aux Anglais, peut-être, je ne sais plus quelle était la position britannique. Mais enfin bon, je veux dire, il n'était pas si extraordinaire que cela. J'ajoute juste la raison que donne Netanyahou, c'est pas que l'Iran est nucléaire, il dit ça devient un pays de seuil. Et pour Israël, c'est trop. Maintenant, pour aller dans le sens de Renaud, et je conclue là-dessus, je pense que le problème, Netanyahou a raison de s'inquiéter de l'Iran, le problème c'est que si on ne respecte plus les accords que nous avons signés, c'est plus la peine d'en passer. Parce que demain, si on renégocie avec l'Iran, sur quelle base on nous croira ? Une phrase, Renaud Girard, sur cette existence d'un antisémitisme d'État ou d'un antisionisme d'État en Iran, ça vous paraît pertinent? Est-ce que ça continue à être vrai? Alors, un antisémitisme, sûrement pas, parce que par rapport aux États de la région, le seul État où demain, si Elisabeth ou quelqu'un d'autre voulait créer une synagogue à Téhéran, elle aurait l'autorisation immédiatement, d'accord? Donc, ça fait aucun problème d'être juif comme juif en Iran, ou d'être d'ailleurs chrétien comme chrétien en Iran. Alors que si vous voulez ouvrir une église ou une synagogue en Arabie, c'est différent. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, il y a depuis, pas depuis le Shah, mais effectivement depuis l'ayatollah Khomeini, il y a une sorte d'anti-sionisme d'État, effectivement, et les propos d'Ahmadinejad, en persan d'ailleurs, n'étaient pas « il faut raser avec des armes Israël », et ses propos exacts étaient effectivement « Israël n'aurait jamais dû, ne devrait jamais être sur une carte, n'aurait jamais dû être créé en fait ». Oui, c'est-à-dire que... C'est beaucoup déjà. Hein. Oui. Non, c'est-à-dire qu'effectivement l'Iran, comme d'autres pays, comme l'Angleterre qui s'est abstenue à l'époque dans le vote de la création d'Israël, pas comme la France, nous Français nous avons raison, nous avons approuvé la création de l'État d'Israël, le régime iranien considère que c'était une erreur historique de créer l'État d'Israël. Renaud Girard, le rappel historique. Parce que là, on a une demi-phrase pour simplement de dire que ce que les autorités iraniennes disent, qu'en revanche, si les Palestiniens et si les Israéliens s'accordent sur une solution sur une autre, c'est-à-dire soit deux États dans la Palestine mandataire, soit un État multiconfessionnel, là, les Iraniens accepteront l'une ou l'autre solution. Merci, Renaud Girard. Non, Elisabeth Lévy, je voudrais te dire, Madame, Monsieur, je vous coupe la parole. Non, cette fois-ci, c'est moi que vous écoutez, chers amis. Merci beaucoup. Pour que je puisse passer la parole à Carmeus, qui aura un mot de conclusion sur ce sujet ô combien difficile. Oui, mais c'est compliqué de parler après des gens aussi éminents qui ont cet avis. Non, moi, ça me fait penser à ce mot de Talleyrand qui disait qu'en politique, ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Et finalement, en politique étrangère, c'est pareil. Donc là, on est dans une bagarre pour essayer de convaincre. Netanyahou essaye de convaincre Berlin, Paris et Londres qu'il a raison et que ce que Trump a fait, c'est la bonne solution. Je ne suis pas sûr qu'il y arrive parce que l'intérêt à la fois de Merkel, de Macron et de May, c'est absolument pas d'entrer dans une guerre possible, ou peut-être probable, et plutôt de garder une sorte de croissance économique en Europe
qu'il n'y aurait plus s'il y avait une guerre. Merci beaucoup, cher Karl. On va passer à un dernier sujet qui n'a vraiment rien à voir avec le précédent. Je ne sais pas si vous connaissez Norman Tavo, Renaud Girard, je ne suis pas sûr. Norman, c'est une des stars de YouTube. Il a plus de 10 millions d'abonnés. Et il a posté cette dernière vidéo dans laquelle il explique, en mettant en scène des soldats sur un théâtre d'opération, qu'il est très difficile ou voire impossible de rire de tout sur Internet. On regarde un petit extrait de cette vidéo. Soldats, la forêt derrière vous est l'un des terrains minés les plus dangereux de ce siècle. C'est Internet. Notre mission est très simple. Faire une blague sur Internet. Beaucoup ont essayé, très peu en sont revenus vivants. Religion, ethnie, homosexualité, féminisme, politique. Ces sujets sont très sensibles. Vaut mieux pas s'y aventurer. Mais si la blague est subtile et bien faite, sergent! Tu veux faire le malin, soldat? Je t'en prie, fais ta blague. Les femmes mettent du temps à se préparer dans la salle de bain parce que... Jérémy Pontieux nous a rejoint. Jérémy, vous faites partie de la Dream Team des réseaux sociaux sur lefigaro.fr. Alors, cette vidéo, elle a déjà été vue par 3 millions de personnes. C'est pour ça qu'on ne vous parle pas d'un truc anecdotique. Enfin, ça l'est peut-être, mais en tout cas, c'est parce que ça dit quelque chose. Pourquoi est-ce que ça fait autant de bruit, ce dossier? Alors, ça fait autant de bruit pour une raison toute simple, c'est que Norman, effectivement, ça fait bien des années qu'il est sur YouTube. C'est un des pionniers. Et en réalité, c'est un YouTuber qui a fait beaucoup de vidéos sur des sujets un peu de la vie de tous les jours, des sujets assez légers et qui a un public depuis des années. Genre, est-ce qu'il faut préférer le barbecue ou la raclette des vidéos de mon chat, des vidéos sur effectivement la raclette, des vidéos sur les enfants. Des blagues au téléphone, non? Des blagues des canulars. Alors des canulars au téléphone, il est moins connu pour ça, mais c'est vrai qu'il a fait souvent des vidéos voilà, où il intervient sur des sujets de la vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous croyez? Ah mais je vois ça. Voilà. Et il est vrai que le point d'accroche, c'est l'un des points d'accroche, c'est celui-ci, c'est de dire pourquoi Norman, donc Tavo, qui a toujours fait des sketchs assez légers finalement, dans lesquels il n'a jamais eu à rendre des comptes ou à se défendre sur ses propos, vient parler de ce sujet-là. C'est l'un des arguments qui est avancé par ceux qui sont en avant de cette contestation qu'il a sur cette dernière vidéo. Ah, il est contesté? Alors voilà, il est contesté parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais parce qu'en gros, ce qu'il dit, c'est on n'a pas le droit de faire des blagues si elles peuvent être sexistes, misogynes, homophobes, racistes, en tout cas considérées comme telles. Et là, il y a un certain nombre de gens sur les réseaux sociaux qui sont choqués en disant oui, c'est vrai, c'est pas bien, on se moque de gens qui sont déjà discriminés par ailleurs. Karl Meus, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Rappelez-moi le nombre de followers sur Twitter, ça me rend fou de jalousie. Je n'ai pas regardé récemment, mais de 45 000. Oui, c'est ça, 45 000. Il y a une 45 000, vous êtes quand même un peu loin des... Alors, voilà, vous n'avez pas encore des millions d'abonnés. Non, mais le constat de Norman Tavo, il n'est pas faux. C'est-à-dire que c'est vrai que l'humour, surtout quand il est un peu limite ou un peu transgressif sur Internet, ça ne marche pas très fort. Ah, mais ça marche ou plutôt, c'est mal accepté. C'est pas accepté du tout, ça ne marche pas du tout. Nombre de fois où, en lisant un tweet ou en me disant, en écoutant un politique, je vais faire de l'humour, et en fait, il faut se retenir, il faut tourner cette fois ses doigts avant de tweeter. Et on a plusieurs exemples de confrères et consoeurs qui, ayant voulu faire de l'humour, se sont pris des tombereaux d'insultes. Parce que le problème, c'est que les gens considèrent sur Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, qu'ils sont à égalité avec les politiques ou avec les journalistes, parce qu'au fond, chacun peut écrire le même nombre de signes, chacun a le droit d'écrire la même chose. Et donc, du coup, ça donne tout ça, avec aussi un élément qui, moi, m'horripile à chaque fois, c'est que les gens se cachent derrière des pseudonymes. Et ça, c'est vraiment une spécialité française. Et ça m'agace de voir qu'un certain nombre de confrères et consoeurs trouvent ça très bien, parce que sinon, les pauvres, ils ne pourraient pas s'exprimer. Et je trouve que c'est ça aussi qui donne lieu à toutes ces insultes, parce que je pense que si les gens mettaient leurs vraies photos et leurs vrais noms, ils seraient peut-être plus décents. Oh, quoique. Je vous donne 2 réactions comme ça à la vidéo de Norman. Ce n'est pas la liberté d'expression pour les gens qui font des blagues sur les Noirs, les Arabes, les LGBT. Ce n'est pas la liberté d'expression qu'ils veulent, c'est l'impunité. Un point, c'est tout. Norman sort du silence pour regretter qu'on ne puisse pas rire aux dépens des minorités. Tu peux remballer tes vidéos. Alexis Lacroix, un point de vue sur cette polémique? Je vais vous dire, c'est une polémique, il faut garder son sang-froid, c'est plutôt marrant. La vidéo elle-même, moi, ne me choque absolument pas. Je pense qu'il y a même un clin d'œil, il y a même un second degré. Il ne faut pas, je crois, s'énerver et prendre ça au pied de la lettre. Néanmoins, je vais vous dire, il y a du faux dans cette dénonciation-là. Je ne suis
absolument pas le défenseur autoproclamé du politiquement correct à l'américaine. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui, si vous voulez, voilà, au fond, j'ai un certain nombre de gens qui disent il faut qu'on puisse rire de tout. Il y a le désir de faire sauter certaines inhibitions sociales. Et donc, je ne vois pas pourquoi ça serait un problème. Mais oui, je ne vois pas pourquoi ça serait un problème. Je ne vois pas pourquoi ça serait un problème qu'Internet bride jusqu'à un certain point notre liberté d'expression sur un certain nombre de sujets relatifs aux minorités. J'en terminerai par là. Et donc, ce que je sens, c'est que cet auditeur a absolument raison. Il y a des gens. Attendez, il y a des gens qui rient de bon cœur à ces plaisanteries sans arrière-pensée. Il y en a d'autres, minoritaires certes, mais ils existent, qui voudraient qu'on puisse à nouveau... Ah ben t'es pour la police du rire maintenant. Non, je ne suis pas pour la police du rire. Je pense et comment tu vas décider quel est le bon rire et quel est le mauvais rire? Je ne suis pas pour la police du rire, je suis pour une sorte de principe de précaution. Je pense que Norman, là... Il fait ça va pas, Alexis. Non, il fait le politiquement correct à expliquer à ma petite sœur, donc ça c'est rigolo. En revanche, les implications concrètes de cette démarche, je demande à voir. On t'a changé. Non. C'est pas lui, c'est pas Alexis Lacroix qui vient de dire ça. Si, c'est moi. Oh, non mais franchement, ce qui est en jeu, c'est beaucoup plus grave que ça. Si les gens ne sont pas capables de comprendre le second degré, c'est quand même qu'il y a une sorte de déclin intellectuel et culturel terrible. Ce que je vois, c'est une fracture générationnelle, parce qu'en réalité... Pour nous, il enfonce des portes ouvertes, Norman. Ça fait des années qu'on raconte tout ça. Ça fait des années qu'on pleure la disparition du second degré. Ça fait des années qu'on n'en peut plus de la bien-pensance et de la chape de plomb, qu'elle soit sur Internet ou ailleurs, parce qu'on ne peut plus faire une seule blague. Que Tex s'est fait virer pour une blague que moi, personnellement, je trouvais drôle, en plus, parce que les mauvaises blagues, ça me fait rire. Donc, si vous voulez, on est dans un monde où il y a une police de l'humour, et Alexis Lacroix, que j'attendais sur son vaillant destrier en train de défendre la liberté, dit qu'ils ont raison, que les censeurs ont raison. Il dit. Mais non, mais écoutez, d'abord, quand on voit cette vidéo, on ne peut pas ne pas comprendre. Je l'ai dit, j'ai dit que c'était rigolo. Et je vois qu'une partie de notre jeunesse, disons, m'inquiète, parce qu'elle est prude, elle est puritaine, et maintenant elle est gnangnan. Ça va pas du tout. Hein. Les jeunes, c'était mieux avant. Jérémy Montieu. Je ne vais pas faire l'unanimité non plus. J'apporte pas du tout mon point de vue personnel. Juste un deuxième point d'accroche sur cette polémique. Elle vient d'un autre point qui a été mis en relief. C'est que, donc, effectivement, Norman dit on ne peut plus rire de tout. Et certains lui reprochent, j'entends bien certains sur cette polémique-là, d'utiliser en rebours de l'humour qu'ils considèrent comme désuet. Alors après, le débat est là aussi. De quoi, alors et justement, sur des blagues qu'ils considèrent comme on peut plus rire des femmes, des juifs, des noirs, des petits, des grands, sur quoi on rigole? Sur quoi on rigole? Des gros, sur quoi on va rire? Je veux dire, mais en tous les cas, moi, je pense, si vous voulez, pour la minorité, disons, à laquelle j'appartiens, je pense que ce serait terrible qu'on puisse plus faire des blagues sur les juifs. C'est terrible. Si vous voulez, il n'y a plus de monde commun si on ne peut plus rigoler ensemble. Jérémy termine ça. C'est vrai. Je termine peut-être en apportant un contraste à ça. Ouais. C'est qu'il est vrai que si on s'en fie aux commentaires de la vidéo, il y a eu aussi un soutien dans l'autre sens. Vers Norman, il ne faut pas non plus, c'est vrai, forcément voir que l'angle, mais il y a eu un angle qui est une vraie polémique qui naquit de ça, beaucoup de discussions, et il y en a aussi qui justement prennent le parti de dire il faut rire de tout, et certains autres qui leur disent voilà, il faut rire de tout, mais pas avec cet humour-là. Cher Renaud Girard, maintenant que vous savez qui est Norman, est-ce que vous avez un point de vue sur ce sujet? Alors moi j'ai envie de dire, lisez des journaux. Arrêtez d'aller sur YouTube. Lisez des livres. Voilà. Fermez les boutiques de fringues, rouvrez les librairies, allez au lycée. Faites pas les fringues. Faites la cagne. Voilà. Et effectivement, tout ce monde de la rapidité, de l'Internet, du message Twitter, j'ai 45 000 ou 450 000 ou 4 millions et demi et je tweete pour voir qui me suit. Tout ça me semble pathétique. Sauf, cher Renaud Girard, sauf, cher Renaud Girard, que YouTube sert aussi. Vous trouvez pire que moi. Alors là, c'est plus réac que moi. Eh ben oui, et ben pour une fois, moi qui ne suis pas réac du tout, je dis juste un mot. Après je vous passe la parole pour dire que YouTube c'est aussi un des supports qui diffuse point de vue et qui permet à tous nos internautes, comme Twitter,
d'avoir accès aux analyses passionnantes de Renaud Girard. Karl Meus. Je rajoute juste un bémol, c'est que Le Figaro et l'Express sont sur Twitter et ont plusieurs millions d'abonnés. Donc, comme quoi, malgré tout, ces réseaux sociaux que vous trouvez pathétiques ne le sont pas tant que ça. Moi, c'est purement subjectif, ça n'engage que moi, ça n'engage pas mon journal, ni un courant de pensée dont je serai le porteur. À titre personnel, je suis comme Girard, c'est-à-dire que la fuite en avant dans l'exhibition de soi pour gagner des suffrages électroniques, ça ne m'a jamais excité et j'allais dire même ça me fait un peu peur. Donc je suis hors des réseaux sociaux, j'en suis très content et je continue comme ça. Politique étrangère. Et je considère que l'édification. Non, je vais continuer. J'utilise et je trouve ça très pratique effectivement les SMS comme tout le monde et même on peut très bien diffuser des messages très intéressants. Vous avez un téléphone portable alors. Sur Facebook, et je suis le premier à me réjouir de Google, mais je considère que l'édification d'une politique étrangère à coup de messages de 142 ou 146 caractères est une régression pathétique. Ça, c'est un message personnel de Donald Trump. Cette émission est... il vous reste 20 secondes. Très rapidement, juste pour dire effectivement que sur YouTube, vous pouvez aussi vous intéresser à d'autres créateurs. Et sur Le Figaro, on en a parlé à travers les créatures du web, une série qu'on a, que vous pouvez retrouver. On s'intéresse à des créateurs qui ne parlent pas forcément. Absolument. Et je termine par un message personnel. J'ai beaucoup moins de 10 fois moins de followers sur Twitter que Karl Meus. C'est pour moi un motif d'insatisfaction très fort. Donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Voilà l'émission. Mais est-ce la qualité ou la quantité? L'émission est terminée. Et puis il y a aussi Turing qui s'est exprimé, à qui je n'ai pas encore donné la parole, alors qu'il nous donne son avis sur le Figaro.fr. Tout le monde s'exprime sur Internet de façon anonyme. Il est donc bien difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. Eh bien, c'est sur ce commentaire plein de sagesse et de justesse que se termine cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Point de vue revient demain, même heure, même endroit. Bonsoir à tous.